Bien, alors bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette première des deux conférences consacrées à l'histoire contemporaine de la danse. L'histoire de la danse contemporaine serait été un peu ambitieux. L'histoire contemporaine de la danse, ça me va déjà un peu mieux. En même temps, on va essayer de retracer un parcours qui, en gros, commence au milieu des années 90 et qui se terminera, dans la mesure du possible, en 2017, parce que sur 2018, je n'ai pas encore grand-chose à dire, même si on peut déjà avoir une idée de ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent. C'est évidemment une entreprise un peu difficile de se lancer là-dedans, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a très peu d'essais sur le sujet, il y a très peu d'histoires de la danse qui ont été écrites sur cette période. Il y a beaucoup de choses qui existent sur l'histoire de la danse, de manière générale. Ça s'arrête le plus souvent à la fin des années 90, où ça annonce les années 90, et ça ne va pas au-delà. Alors on peut le comprendre, parce qu'il faut un certain temps avant que les historiens de l'art puissent faire leur travail. Mais en même temps, ça veut dire que pour faire cette présentation qui nous occupe aujourd'hui et la fois prochaine, on est un peu en hors-piste, et voilà, on est un peu sur un terrain qui est vierge. C'est difficile aussi parce que cette période, elle s'organise, je ne vais pas être original en le formulant ainsi, elle s'organise autour d'un épisode de radicalité important qui a eu lieu justement à la fin des années 90 et qui a couru pendant plusieurs années ensuite. Un épisode de radicalité qui a profondément bouleversé le régime de la production des œuvres chorégraphiques, qui a profondément bouleversé les habitudes en matière de réception, en matière de production, en matière de diffusion, et que, comme tous les épisodes de radicalité, quand on en est encore près, quand ils sont encore incandescents, comme peut l'être celui-là, le risque est grand, évidemment, de ne pas avoir peut-être toujours la juste distance à l'égard de ce qui s'est passé. Donc je me lance là dans quelque chose de tout à fait imprudent, que de vouloir essayer de donner quelques éléments d'histoire sur cette séquence. Autre difficulté, c'est d'essayer, comme dans toute entreprise historique ou historicisante, ça va être d'essayer d'échapper au poids des modèles historiographiques qui tournent autour de deux dangers principaux, pour aller vite. Le premier, ce serait celui de faire une histoire-récit, c'est-à-dire de vouloir redonner de la cohérence à tout craint à ce qui n'en a pas nécessairement, c'est-à-dire de vouloir considérer que l'histoire de la danse a une continuité invisible, et qu'il appartiendrait à l'historien, au philosophe, à je ne sais qui, de formuler. Rien n'est moins sûr. Et rien n'est d'autant moins sûr que de se lancer là-dedans, parce que ça me pousserait à devoir considérer ce qui s'est produit depuis le milieu des années 2000 comme étant une forme de résolution d'une époque critique, d'un épisode critique qui a été celui des avant-gardes de la fin des années 90. Or, si je me lance dans une lecture de la sorte, eh bien, je vais être conduit à ignorer bien des éléments qui sont encore actifs aujourd'hui de cet épisode, et puis surtout, ça va nous conduire à ignorer les emmêlements complexes de ce moment, de cet épisode, avec tout ce qui le précède dans l'histoire de la danse. L'autre danger, ce serait de tomber dans une forme d'historicisme qui voudrait dissoudre la singularité des parcours artistiques des chorégraphes de cette époque, en les ramenant tous à un même déterminisme historique, un même déterminisme social, culturel, politique, économique ou autre. Et ce sera assez contradictoire de tomber dans cet historicisme, parce que ce serait contradictoire en tout cas avec la prétention de vouloir parler de danse
ou de vouloir parler de chorégraphie comme une pratique qui est portée par des individus, UES, comme on le dirait en écriture inclusive aujourd'hui, mais il y a longtemps que les chorégraphes danseurs sont porteurs de l'esprit de l'écriture inclusive, et en tout cas, une œuvre chorégraphique, elle doit sans doute beaucoup plus à l'idiosyncrasie du chorégraphe, de l'artiste qui mène son projet, qu'à un déterminisme comme ça global qui gommerait les différences. Même si l'un des traits particulièrement marquants des acteurs de cet épisode de radicalité, ça a été justement de nouer, peut-être beaucoup plus qu'à l'accoutumée, des coalitions, des coopérations, des échanges de statuts. Qui était chorégraphe se retrouvait danseur de tel autre chorégraphe qui avait été danseur pour lui. Il y a une circulation des rôles, une circulation des figures, qui est l'un des traits assez marquants de la période qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, ce qu'on va essayer d'envisager, c'est la possibilité d'un historicisme non historiciste, c'est-à-dire un historicisme qui fait droit aux coupures instaurées par toute époque, et qui fait droit aussi au battement du devenir de chaque moment considéré, là pour la période qui nous occupe, donc la danse depuis le milieu des années 90. Alors, je cède quand même, à peine j'ai énoncé toutes ces précautions, je cède quand même à la tentation d'une périodisation. J'arrête arbitrairement et brutalement, on verra si c'est justifié ou pas, à 2005, la première période de ce que du segment historique que nous allons considérer. Bon, pour dire les choses rapidement, on va dire que du milieu des années 90 à 2005, on a le développement des radicalités, de la déconstruction et de ce que certains ont appelé, on y reviendra, la non-danse qui se développe. Et puis, à partir de 2005, on aurait une tendance à vouloir renouer, alors je ne dis pas revenir, mais renouer sur un mode de nouage, très spécifique, très différent, avec des signes, en tout cas des éléments esthétiques qui avaient été pourtant contestés et déconstruits dans la période jusqu'alors. Mais ça, c'est ce qui nous occupera la fois prochaine, si vous le voulez bien. Il y a déjà suffisamment à dire sur le début. Ce que je vais essayer de faire, c'est de maintenir le plus possible le pluriel. Le pluriel, mettre un pluriel à histoire, mettre un pluriel à danse, non pas parce que il s'agit d'avoir une prétention holistique ou une prétention à vouloir parler exhaustivement de la danse contemporaine en n'oubliant pas ce qu'on appelle la danse conceptuelle, la danse théâtrale, mais aussi on pourrait y ajouter, pourquoi pas, la danse buto, le flamenco, la danse flamande, on pourrait y ajouter beaucoup de choses. La danse n'existe pas, il y a des danses. Il y a des danses qui sont... il y a des différentes manières aussi de se rapporter à une ambition de contemporanéité. Et si je me lançais dans l'idée de vouloir faire un inventaire complet, il sera toujours incomplet. Donc j'assume une partialité et une partialité. Une partialité d'abord parce que je vais m'en tenir surtout à la scène française. Je vais m'en tenir surtout à la scène française, même si cette scène française, elle est intégrée depuis longtemps et de plus en plus dans un espace européen et dans un espace international. C'est quand même là que beaucoup de choses se sont passées. En tout cas, c'est à ça que je vais faire allusion ici pendant ces deux conférences. Et quand je parle de scène française, évidemment, je ne désigne pas la scène des chorégraphes français. Je désigne la scène en France où des chorégraphes, des influences, des inspirations chorégraphiques venant du monde entier sont venus féconder, sont venus inspirer, sont venus s'inscrire
infuser, s'exposer sur les scènes de France et travailler évidemment les chemins de la création des différents chorégraphes qui ont occupé cette scène. C'est ça que j'appelle la scène française. En même temps, je ferai aussi preuve de partialité parce que d'abord, je ne vais parler en gros que de ce que j'ai vu, et je suis loin d'avoir tout vu, et qu'avec la danse, on est quand même toujours confronté à un problème d'archives, même s'il y a un travail qui est fait en ce sens. Mais bon, par définition, la danse apparaît pour disparaître, et c'est assez difficile d'avoir accès à tout. Donc on est un peu limité par sa propre expérience de spectateur. Ça, c'est ce qui nous rend partial. Bon, alors même si effectivement on dispose surtout que les chorégraphes français sont assez bavards, ils écrivent, ils donnent des interviews, ils écrivent des livres, il y a des entretiens, il y a beaucoup de monographies qui ont été faites, donc on peut compléter un peu au-delà de ce qu'on a vu, mais quand même, l'expérience de spectateur, elle reste fondamentale et prédominante par rapport à ce que l'on choisit d'évoquer. Et puis en même temps, dans cette danse française, qui s'est déroulée sur la scène française, je ne parlerai que justement de danse contemporaine. C'est-à-dire que dans ce segment temporel, bien entendu, continuent des danses qui sont nées avant cette période, qui relèveraient de ce qu'on appellerait... d'abord, il y a la danse classique, heureusement, qui continue. Il y a la danse baroque qui existe. Il y a même toute une histoire à faire, sans doute, du baroque contemporain, de la reprise contemporaine du baroque. Il y a un auteur qui s'appelle Marc Franco, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui en est le spécialiste, et qui est... Voilà, bon, c'est un sujet en soi. Il y a évidemment... les danses urbaines, il y a évidemment les danses, le flamenco, le buto, enfin tout ça continue. Les danses aussi de cette génération qui a précédé celle qui nous occupe, c'est-à-dire les compositions des chorégraphes des années 80 qui ont bénéficié de ce qu'on appelle cette époque des 10 glorieuses des années 80-90. Tout cela continue évidemment à exister, à diffuser, à évoluer, et tout cela est intéressant. Mais je limite mon sujet, je ne vais parler que de danse contemporaine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'on peut désigner par danse contemporaine ? La danse contemporaine, ça ne se définit pas par une technique de danse particulière, ça ne se définit pas non plus aussi par une esthétique particulière qui pourrait être mise en quelques traits. Roland Barthes, dans son cours sur le neutre, nous apprenait que déjà, ce qui est contemporain, ce n'est pas ce qui est concomitant. Ce qui est contemporain, ce n'est pas forcément ce qui est actuel, ce n'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, je peux tenir pour une pièce très contemporaine la pièce de l'américaine Anna Alprin, Parades and Changes, qui se joue encore, qui est reprise par la chorégraphe française Anne Collot, qui est depuis plusieurs années régulièrement rejouée, qui est une pièce éminemment contemporaine et qui pourtant date de 1965. Mais elle est très contemporaine dans son propos, je vais essayer de dire pourquoi. Alors par contemporain, il y a toute une littérature sur le contemporain. Beaucoup de philosophes se sont emparés de la question du contemporain. On va dire, je vais en rester simplement une approche simple, c'est que ce qui est contemporain, si ça ne se confond pas avec ce qui est actuel, concomitant, ce qui est aujourd'hui, etc., ça veut dire que ce qui est contemporain, ça ne renvoie pas à une période de l'histoire. C'est ce qui renvoie à une intention de se saisir d'un état du monde, d'un état de l'art, d'un état de la danse, puisque nous parlons de danse, de le repérer comme étant problématique et d'essayer de chercher des solutions pour résoudre les problèmes qui s'y posent. Voilà, c'est ça qui signale, d'une certaine manière, l'intention de contemporanéité. Cette intention, elle peut réussir plus ou moins, et vous comprenez que pourquoi je ne peux pas l'enfermer, cette intention de contemporanéité, ni dans une esthétique, ni dans une technique,
ni dans une pratique chorégraphique précise qui viendrait se placer quelque part après le néoclassique et avant je ne sais quoi. Hein. Donc, voilà. Donc la danse contemporaine, oui, historiquement, je peux la situer au cœur de cette génération de chorégraphes danseurs excusez-moi, qui a émergé au milieu des années 90, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit du contemporain. Donc, 92-2005, pour le segment qui nous occupe ce soir, ça correspond à quoi ? Ça correspond à un moment où beaucoup, parmi le public, parmi les professionnels de la profession, comme on dit, parmi la critique, parmi les historiens, ça correspond au moment où beaucoup ont eu le sentiment de perdre pied. Hein, de perdre pied devant l'évolution du champ chorégraphique. Ça correspond au moment où beaucoup se sont retrouvés confrontés à des non-spectacles. À des pièces où il n'y avait que de simples expositions de corps, de simples expositions de tâches qui étaient accomplies, à des corps sans mouvement, à des pièces sans musique ni lumière. Voilà, à des pièces où le plus souvent les acteurs ou les danseurs étaient nus. Et beaucoup ont été désorientés par rapport à leurs habitudes de réception, par rapport à ce qui s'est passé sur la scène chorégraphique. Et dans la droite ligne, comme à chaque fois qu'on est confronté à un moment d'avant-garde dans l'histoire de l'art, eh bien, beaucoup ont reproché alors à cette danse, d'abord de ne pas en être, et puis ou alors, variante, d'être une danse élitaire, une danse de danseurs qui ne parlent qu'aux danseurs eux-mêmes. Hein, et quelque part, c'est vrai que parfois, sous la notion de work in progress, il était donné à voir aux spectateurs qu'un morceau de répétition de quelque chose qui était en cours. Bon. Et c'est la raison pour laquelle le journaliste finit par qualifier de non-danse ce qui concernait toute cette période. Alors on y reviendra sur cette expression, mais en tout cas, ça concerne le travail de toute une génération de chorégraphes qui aujourd'hui continue à produire, à être diffusé, à être bien là, qu'on a plaisir et intérêt à suivre, en tout cas en ce qui nous concerne. Alors parmi lesquels, pour donner quelques noms, Alain Buffard a disparu il y a peu de temps, mais à Alain Buffard, j'adjoindrai bien sûr Jérôme Bel, Boris Charmatz, Emmanuel Huynh, Xavier Leroy, Loïc Touzé, Rachidou Ramdan, Christian Rizzo, et ce n'est que pour n'en citer que quelques-uns. De toute façon, je vais forcément en oublier. C'est pas qu'ils ne m'intéressent pas ou que je ne les ai pas vus, mais c'est parce que, encore une fois, là, il n'est pas possible de parler de tout le monde. Alors, il y a deux questions qui se posent. C'est d'abord de savoir comment on en est arrivé là, à cette situation, et puis de voir ce qu'il en est des ressources et des limites de ce label de non-danse qui a fait Florès et qui traîne encore dans beaucoup d'écrits sur la danse et sur l'histoire de la danse de cette période. Alors, il faut remonter un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre les choses. Parce que tous ces chorégraphes que j'ai nommés, ils ont tous quasiment d'abord été danseurs dans les compagnies de la génération précédente, celle des années 80. Par exemple, Alain Buffard dansait avec Daniel Larieux, Jérôme Bel aussi, Boris Charmatz c'est avec Odile Dubosc, etc., etc. On pourrait les reprendre les uns après les autres. Et cette génération précédente, on la qualifie généralement de génération des auteurs, c'est-à-dire que ce sont des chorégraphes qui, comme on parle du cinéma d'auteur, ont décidé un jour de dire, puisqu'ils dansaient, qu'ils pouvaient être chorégraphes et qu'ils allaient chorégraphier à des propos qui les intéressaient eux et faire donc de la danse d'auteur. Alors dans cette génération, il y a des choses merveilleuses.
Si je cite les noms de Maggie Marin, par exemple, la Cendrillon de Maggie Marin, bien entendu, si je cite le nom de Mathilde Monnier, si on peut citer le nom de Daniel Larieux, avec, s'il m'entend, Daniel, il va rire, j'espère, Daniel Larieux avec des pièces comme Waterproof, voilà, il y a eu des choses absolument merveilleuses. Cette génération d'auteurs-là, elle s'était, un peu située en marge de deux tendances. D'abord, elle voulait sortir du classique et du néoclassique, qui était encore la danse majoritairement diffusée et produite sur la scène française. Et elle voulait également ne pas céder complètement à la mode du minimalisme américain, qui commençait à poindre sur la scène française. Et donc, en plus, elle a bénéficié, à partir de 81, de l'arrivée de la gauche au pouvoir et de Jack Lang au ministère de la Culture, qui s'est décidé à considérer que la danse pouvait être un compagnon de route de la décentralisation théâtrale, et donc bénéficier de moyens dont qu'elle n'avait jamais connu auparavant, puisque auparavant la danse c'est surtout Garnier, c'est surtout l'Opéra de Paris, et puis ce qui peut graviter autour de l'Opéra de Paris, bon, un peu Lyon, Marseille, Roland Petit, et puis on s'arrête là, quoi, hein. Le reste c'est vraiment infinitésimal. Et eux, ils vont pouvoir bénéficier d'une décision de l'État de vouloir accompagner la création, durant ces 10 années-là, c'est la création des centres chorégraphiques nationaux. Il y en a quand même 15 de créés, bon, même s'il y en a seulement 2 qui possèdent une salle de spectacle. Et il y a un long mouvement qui va se poursuivre jusqu'en 2005 d'ailleurs, qui va aller en s'amplifiant, hein, pour aider, consolider, développer l'offre chorégraphique de manière à arriver à une offre d'État qui permet d'équilibrer un peu les choses. Les chiffres que j'ai pour 2005 donnent ceci: 66,4% du budget de la danse nationale, hein, est dirigé, est donné aux troupes permanentes de formation classique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, celui de Biarritz, celui de Marseille, Mulhouse, et le CCN de Nancy, hein, qui récupèrent les 2/3 du budget national. 20,7% du budget national est donné aux centres chorégraphiques nationaux, ce qui n'existait pas, hein, et les 12,8% sont donnés aux 225 compagnies indépendantes qui sont soutenues par le ministère de la Culture. Alors je précise tout de suite qu'il y a plus de compagnies que les 225 en question, hein, mais enfin quand même, par rapport à là où il n'y avait rien, il y a quelque chose qui a été fait. Et c'est pour ça qu'on parle des 10 glorieuses, c'est parce qu'effectivement, cette génération des années 80 a bénéficié de ce développement et de cet essor, a pu travailler, a pu développer son propos, et en même temps, les financements ont migré de manière significative du monde académique, vers lequel ils étaient exclusivement destinés, vers le contemporain, hein, progressivement, même si c'est à pas lent. Et donc, les compagnies se structurent. Je disais, Régine Chopineau, Catherine Diverès, Karine Saporta, Daniel Larieux, Dominique Bagué, etc., etc. Donc tout va plutôt bien, et pourtant, on va arriver à la crise dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien, il se passe plusieurs choses. D'abord, il y a le contexte mondial qui change. Ça correspond à la période où, de l'effondrement du communisme, de la chute du mur de Berlin, de la guerre du Golfe, de la guerre de Yougoslavie. Je cite ça, c'est pas éloigné évidemment des artistes chorégraphes, hein. Il y a une grève de la faim qui est menée par exemple à la cartoucherie de Vincennes
pour appeler à intervenir en Bosnie, auquel participe Maggie Marin, par exemple. Bon, c'est-à-dire que ces chorégraphes vont commencer à s'impliquer, à militer, à afficher des préoccupations politiques et sociales qui, en tout cas, n'ont plus rien à voir avec des questions qui sont simplement, je ne vais pas dire autocentrées, parce que ce serait exagéré, mais ou qui seraient simplement des motivations littéraires ou des motivations artistiquement historiques, si vous voulez. Hein. Bon. Donc, en tout cas, là, la réalité change. Et puis, s'agissant de la danse, il y a un autre événement important, c'est l'épidémie du sida. L'épidémie du sida qui va décimer quand même d'une manière très importante les rangs du monde chorégraphique. Hein. Je rappelle que le 9 décembre 1992, c'est la mort de Dominique Bagué. Le 6 janvier 1993, c'est la mort de Rudolf Nureyev. Tout cela laisse en définitive les jeunes danseuses et danseurs de ces compagnies des années 80 dans une situation de malaise, quoi, parce que le monde va mal, ils perdent leurs collègues et leurs compagnons, ils perdent des figures de référence, et ça ne colle plus par rapport à la danse qu'on leur demande d'exécuter, par rapport au fonctionnement des compagnies, par rapport aux thèmes esthétiques qui sont qui sont traités dans la plupart des pièces. Pour reprendre les propos d'Alain Buffard, il dit, il en avait marre de sauter comme un cabri. Hein. Bon. Donc, on a affaire à un personnel qui danse, mais un personnel de danseurs, techniquement très formé, mais qui ne supporte pas bien sa situation. En plus de ça, de manière, c'est une période aussi pendant laquelle infuse, on va dire, trois influences importantes. La première, c'est la danse flamande qui se développe et qui commence à être, qui quand même incarne, si vous voulez, une liberté et des esthétiques qui sont très différentes et très alternatives à celles qui prévalent de la scène française. Bon, je pense aux premières pièces de Yann Fabre, je pense aux premières pièces de Platel, ça va venir un peu plus tard, mais quand même, il y a cette effervescence-là. C'est-à-dire que sur les décombres de Moudra, c'est-à-dire de l'école de Maurice Béjart, qui est parti à Lausanne, est née en Flandre et en Belgique une danse qui cultive des influences qui sont tout à fait différentes, qui viennent d'autres racines que celles qui prévalent sur la scène française. Je me situe là, en gros, à la fin des années 80. Bon. La deuxième influence, c'est que quand même, depuis longtemps, en France, on voit apparaître les Américains, et en particulier Cunningham. Excusez-moi. En particulier Cunningham, mais aussi les gens de la Judson et de la post-moderne danse qui commencent à être prégnants aussi dans le référentiel, je veux dire, de cette génération. Et puis, enfin, il y a toute la filière de ce qu'on a appelé la Tanztheater, la danse-théâtre, incarnée par Pina Bausch, dans la filiation de Kurt Jooss, qui aussi vient régulièrement à Paris montrer son travail. Donc, si vous voulez, tout conspire à ce qu'il y a un sentiment de malaise, de décalage, et à ce que la génération montante de danseurs ne trouve plus sa place et ne sache plus non plus comment avancer, comment faire évoluer l'art chorégraphique et comment se sortir du traumatisme, des différents traumatismes qui sévissent à cette période.
la question, elle devient non plus de savoir comment dire, je reprends par exemple la parole de Maggie Marin, c'est ce qui l'a intéressé chez Beckett. La question, c'est plus de savoir comment dire telle ou telle chose, mais comment faire tel ou tel mouvement, comment faire telle ou telle pièce. Bon. La question, ce n'est plus de savoir qu'est-ce qu'on va danser, mais pourquoi on danse. Qu'est-ce qu'on fait sur un plateau? À quoi ça sert d'aller faire du spectacle? Qu'est-ce qu'on fait dans les théâtres? Qu'est-ce qu'on fait dans les théâtres quand... à quoi ça rime de danser quand la plupart sont dans la difficulté ou sont pris par la maladie? Alors, les chorégraphes de cette génération vont s'employer à contester l'ordre des choses, pas parce que ce qui est fait est sans valeur ou mériterait d'être dévalorisé, mais tout simplement parce que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Et d'ailleurs, aussi forte que pourra paraître la contestation à un spectateur des années 90 qui va assister aux premières pièces de cette génération, il ne faut pas en conclure qu'on a affaire là au travail de chorégraphes qui décident de couper les fils avec l'histoire de la danse, de couper les fils avec la génération précédente. Tout au contraire. Mais simplement, ils veulent explorer différemment les choses. Et ils vont le faire de manière très différente. Alors, dans le même temps où on va voir la génération d'avant partir, quitter la France et aller vers d'autres horizons, je pense à une Chopinot qui s'en va au Vietnam, par exemple, d'autres qui partent en Afrique, d'autres qui partent pour aller se ressourcer à d'autres langages, les suivants qui restent là vont essayer de travailler en tirant profit des apports particulièrement de cette danse postmoderne américaine, de ce qui vient du Grand Union, de la Judson, ou bien de la côte ouest, à travers des figures comme Anna Alprin, comme Yvonne Rainer, comme Steve Paxton, comme qui ont une approche complètement différente du corps, de l'écriture chorégraphique, de la notion de spectacle, du rôle social et du statut du chorégraphe, de l'organisation des compagnies, quelque chose de complètement différent et alternatif de ce qui existe. Alors ça va nous donner, par exemple, au début des années 90, je vais juste citer 3 exemples très célèbres. Le premier, ce sont les 4 premières pièces, c'est le groupe formé par les 4 premières pièces de Boris Charmatz. Boris Charmatz qui, jusqu'à il y a peu, dirigeait le CCN de Rennes, CCN de Bretagne, et qui a commencé par des pièces qui s'appellent Herse, Attention, Confort Fleuve, À bras le corps. Bon, ces 4 pièces qui sont importantes et qui se présentent comme déjà des pièces qui travaillent considérablement le rapport scène-salle par rapport à ce qu'il était. C'est-à-dire qu'on quitte le frontal. Par exemple, Attention, c'est une pièce où le public reste debout et déambule autour d'une tour qui est composée de 3 plateformes et sur lesquelles on a un danseur, une danseuse, un danseur qui portent un t-shirt blanc en tout et pour tout, qui ont le reste du corps nu, et qui, pendant toute la pièce, chutent, en fin de compte, travaillent le mouvement qui, de la verticalité, conduit à un affaissement, donc travaillent leur poids, leur gravité, comment on tombe, comment on chute, pendant qu'une voix, durant toute la durée du spectacle, dit le mot « attention », très 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 lentement, et au bout de 10 minutes en sillon, pendant toute la durée du spectacle. Et on a ces chutes qui ne cessent de tomber. Donc, vous voyez cette espèce de tour totem avec des corps à moitié nus qui tombent, qui s'affaissent sur eux-mêmes,
qui, avec la sonorité du poids, de la chute des corps, cette voix qui dit attention, ça installe quand même une certaine ambiance, hein, et on voit que... je lis ici un propos de Boris Charmatz qui vient de son livre qu'il a fait avec Isabelle Launay, qui s'appelle Entretenir, je vous l'ai mis dans la bibliographie. Il dit ceci, on n'a pas besoin forcément en soi d'un corps pour danser. L'étiquette danse gagne à être étendue à bien des projets. Au-delà des questions de genre ou de champ artistique, on en vient à penser, avec bien d'autres, la pratique en danse comme un traitement sensoriel spécifique de l'environnement. Un traitement sensoriel spécifique de l'environnement. Elle ne se définit plus par une écriture chorégraphique, un vocabulaire, une certaine manière d'organiser des corps sur scène, par un style et des figures. Mais présenter la danse contemporaine comme l'art qui naviguerait entre tous les arts, comme une pratique baladeuse, ne peut nous satisfaire entièrement. Tout n'est pas dans tout. Donc, vous voyez qu'il y a déconstruction d'une certaine modalité de l'écriture chorégraphique, qui ne correspond plus simplement à un tracé fixe qu'il s'agit de reproduire en bougeant. Hein. On sort de ce type d'écriture-là, on change de régime, mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'on renonce au médium danse. Tout n'est pas dans tout. C'est-à-dire que cette radicalité baptisée non-danse, ce n'est pas le refus de la danse. C'est de la recherche de matériaux pour une autre danse. Et pour une autre danse qui se fait différemment. Je voulais vous lire un autre extrait, mais non, ça va peut-être prendre trop de temps, tant pis, on verra plus tard. Deuxième exemple tout à fait significatif de cette époque, c'est Jérôme Bel, avec toute une série de pièces comme Jérôme Bel par Jérôme Bel, Le dernier spectacle, The Show Must Go On. Bon. Là, vous voyez aussi ce que connotent les titres. Jérôme Bel, lui, alors je vais lire juste quand même quelques lignes de Laurence Loup, la grande historienne et esthéticienne de la danse, hein, qui dit ceci à propos de Jérôme Bel. Alors, la pièce Jérôme Bel par Jérôme Bel, ça représentait, on avait en fond de scène quelqu'un qui chantait le sacre du printemps de Stravinsky, a cappella. Et puis, en bord de scène, on avait des danseurs, des danseuses, le corps nu, qui se plissaient la peau, qui se plissaient les parties du corps, qui écartaient leurs orifices, qui cherchaient sous leurs aisselles, dans les plis du corps, qui se maquillaient, qui travaillaient sur les flux, enfin, rapport au corps, inimaginable au sens propre dans la période qui précédait. Laurence Loup écrit ceci: nommer, mais aussi toucher, plisser, triturer des bouts de peau, considérer en les désignant la nature des tissus, le lisse, le pileux, peut servir d'abord, comme dans Jérôme Bel de Jérôme Bel, à désacraliser le geste, à en faire un simple opérateur d'autolecture, dans le cadre d'une intimité extrême avec soi, à sortir du cadre du spectaculaire, et à échapper par là même au code traditionnel de la représentation. Encore que la peinture de genre ait su par le passé rendre visible la recherche des puces ou des poux sur fond de chair, de cheveux. Mais il donne aussi un corps à lire. Dans Jérôme Bel, deux danseurs se tiennent au premier plan et offrent au public de façon très frontale la surface de leur corps nu, des corps sans qualité, immobiles, mais travaillant sur leur propre neutralité improbable. Nudité pour Bel ne renvoie pas à naturel. Il l'a dit à Guécha-Fontaine, là elle cite Jérôme Bel, c'est montrer que le corps nu, qui pourrait être a priori le corps naturel, est lui aussi investi de codes, donc d'éléments qui nous sont extérieurs, culturels ou sociaux, qui empêchent ou entravent la liberté et qu'il faut subvertir pour essayer d'accéder à cette liberté.
retrouver le neutral doer, l'agent neutre, dont avait rêvé peut-être la danse minimaliste, commente Laurence Loup. Donc, vous voyez là encore, c'est-à-dire qu'on est sur une chorégraphie presque, si je peux paraphraser Deleuze, du pli. Gilles Deleuze a écrit, c'est un de ses derniers livres consacré à Leibniz qui porte sur le pli. Il prend le motif du pli pour expliquer qu'il n'y a pas d'ontologie de l'intérieur. L'intériorité n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soi profond. Elle n'existe pas, cette intériorité essentielle. Ce qui existe, c'est le mouvement d'un pli, d'un repli, d'un dépli, et c'est un mouvement qui est infini. Voilà, il faut penser un peu aux origamis, à toutes ces choses-là. Bon, il n'y a pas de soi profond, donc tous les fondements modernes de l'expressivité sont ici complètement déniés. Troisième et dernier exemple, Alain Buffard, en 1998, alors qui est une pièce qui précède encore celle dont je viens de parler, Good Boy. Alors le solo d'Alain Buffard, Good Boy, qui est alors une pièce absolument fondamentale. Fondamentale pourquoi ? Parce que c'est la première pièce sur le sida. Ça ne porte pas que là-dessus. Bon, en tout cas, ça parle de ça aussi. C'est la première pièce sur le sida, mais qui, contrairement à ce qui avait été proposé par Bill T. Jones auparavant, est une pièce qui est faite par les séropositifs qui savent qu'ils vont vivre, puisque la trithérapie a été mise au point. Autrement dit, c'est une pièce sur la survie du corps atteint par la maladie. Bon. Ce solo, c'est le solo avec lequel Buffard est revenu à la danse, parce qu'après sa période de danseur, que j'évoquais tout à l'heure, chez Larieux, il a chorégraphié, il a été chorégraphié par, il a dansé aussi pour Lerita Mitsuko, il a eu toute une carrière de danseur absolument phénoménale. On ne sait pas exactement quand il a su qu'il était malade, mais lui, ça le conduit directement à arrêter de danser. Il travaille dans une galerie d'art à Paris, et c'est dans cette galerie qu'il a l'occasion de découvrir le travail d'un plasticien qui s'appelle Vito Acconci, qui filme des performances où il s'emploie à malmener son corps, à le faire souffrir, etc., etc. Et ça l'a profondément marqué. C'est une période aussi pendant laquelle Buffard retourne aux États-Unis, va travailler avec Alprin, avec Yvonne Rainer. Il travaille avec elle en Europe aussi lors des différentes sessions qu'elle donne. Et petit à petit, avec le vocabulaire, les outils de la danse postmoderne, des tasks de l'esthétique d'Alprin, il va réussir à revenir avec ce solo, qui est une façon de dire « je suis vivant, je survis et voilà ce que je peux faire ». Et il fait ce solo qui s'appelle « Good Boy ». Et le solo commence par le fait qu'il se présente nu devant 3 ou 4 néons, je ne sais plus, 3 néons, qui tombent comme ça verticalement, comme si son corps était radiographié. Et puis très rapidement, il va enfiler une pile de slips sur lui-même, de slips blancs, plusieurs, les uns sur les autres, de manière à rendre sa silhouette pratiquement difforme, comme s'il avait les couches d'un bébé, quoi. Bon. Et voilà, donc le corps, on neutralise le sexe, on est sur une espèce de protection, on fait allusion aussi à forme difforme. C'est un corps hybride parce que la vie et la mort sont en train d'y jouer de manière évidente. Il y a un autre passage plus loin dans le solo où il se fabrique des talons avec des boîtes de médicaments, de la trithérapie, la ZT, il fabrique des talons et il marche avec ses chaussures après ses êtres scotchés sur le talon. Et c'est à ce moment-là qu'on entend partir la musique, la chanson de Kevin Coyne, Good Boy. Kevin Coyne, c'est un peu un chanteur américain, c'est un peu
le pendant alternatif de Bob Dylan, si vous voulez, à la même période, qui Good Boy, Good Boy, Good Boy, et qui dans sa chanson dit Good Boy, tu n'es qu'un lèche-bot, d'une certaine manière, et ça se termine par New York, New York, qui est joué par 24 Klaxon. Voilà, une musique qui est... Bon, en gros, voilà les différents moments de ce solo. C'est une pièce fondamentale. Alors, elle est importante, d'abord par rapport à toutes les déterminations historiques, esthético-historiques que j'ai mentionnées. Elle est importante par rapport à la façon dont l'art a réagi, a intégré le sida. C'est une pièce fondamentale, et qui en même temps mettait en abîme la situation de l'art chorégraphique. Parce qu'en définitive, comment la danse va-t-elle survivre ? C'était ça la question, étant donné qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. Alors à tel point que ce solo, Good Boy, très vite Buffard a pu le décliner en good for, c'est-à-dire en confiant son matériel à deux autres de ses camarades générationnels qui l'ont dansé avec lui. Hein. Et puis la pièce devient un mauvais genre, où là, quasiment, tous les chorégraphes reprennent ce solo. Hein. Ça a été remonté il n'y a pas longtemps, c'est quand même assez... il faut s'imaginer, dans ces années 90, enfin au début des années 2000, de voir... mauvais genre, et de voir effectivement Christian Rizzo, Rachid Ramdan, Boris Charmas, Jérôme Bell, enfin tout le monde, Xavier Leroy, etc., d'être là pour refaire toute cette génération, pour danser, pour refaire ce solo. Mathieu Dose, évidemment, qui est l'un des danseurs des privilégiés des pièces de Buffard. Bon, donc voilà, ces trois exemples de chorégraphes, Charmatz, Bell, Buffard, j'ai pris ces trois-là, on aurait pu en prendre d'autres, hein, mais ça nous permet de comprendre qu'on en est là, hein, comme le dit Laurence Loup, l'acte accompli sur scène emporte tout le propos aux dépens des données qualitatives généralement recherchées par la danse, qui sont la qualité du mouvement, le désir ornementé, le dessin ornementé d'espace, pardon, le phrasé, etc., etc. Et c'est alors qu'on parle de non-danse pour désigner ces chorégraphies du corps, qui sont des chorégraphies du corps qui ne sont pas corporelles. Alors, cette expression de non-danse, on s'y arrête un petit peu pour rappeler d'abord que c'est une formulation de journaliste. Au départ. C'est la journaliste du Monde, hein, Dominique Frétard, qui, en journaliste, voulant écrire un papier et qualifier cette jeune génération, parle de non-danse. Bon. Alors, c'est un bon coup journalistique, parce qu'effectivement, on continue encore à en parler. La preuve, je le mentionne encore ce soir, bien des années après. Mais cette appellation a généré énormément de malentendus. Et d'ailleurs, elle en a parfaitement conscience, parce que dans le livre qu'elle a écrit à propos de la danse contemporaine, elle le dit elle-même, elle prend acte de tous les malentendus qui ont été engendrés par son expression. Parce que le malentendu, c'est quoi ? C'est que la non-danse a été entendue comme étant « ce n'est pas de la danse ». Alors qu'en fin de compte, cette non-danse, c'est encore de la danse. C'est encore de la danse. C'est de la danse. Pourquoi ? Alors, là, il me vient en pensée une phrase de Benjamin dans son texte « Le concept d'histoire » où il dit « La pensée n'est pas seulement faite du mouvement des idées, mais aussi de leur blocage. » Hein, mais aussi de leur blocage. Bon, alors le blocage, pourquoi ça alimenterait la pensée. Ça alimente la pensée d'abord parce qu'on a peut-être le temps de considérer plus longtemps les choses, et ça fait un moment qu'on nous rabâche les oreilles avec cette expression de non-danse, et en même temps, ce qui bloque, on a envie de le débloquer. Alors, pourquoi on va dire que la non-danse, c'est encore de la danse ? C'est encore de la danse. C'est encore de la danse parce que c'est tout simplement la recherche de nouveaux outils pour la danse. Parmi ces nouveaux outils, j'ai quoi ? La cartographie du corps. Bon, dans Good Boy, dans Jérôme Bell, c'est tout à fait évident.
Hein. Good Boy, c'est un solo, je disais c'est important parce qu'il a viralisé d'une certaine manière une grande partie de la création chorégraphique de cette époque-là. Donc, en tout cas, ils explorent la cartographie du corps, on redessine le corps, on réexplore le corps, on le repartitionne différemment que ce que proposait le corps d'une danse classique, tête, corps-pied à la verticale. Bon, voilà. La deuxième chose, c'est qu'on va vers l'informe aussi. Ce sont des chorégraphes qui travaillent la forme et l'informe. Il y a un solo très important de Xavier Leroy qui s'appelle Self Unfinished, où il ne cesse d'agrandir des parties de son corps par des tissus. Voilà, puis le titre est explicite. Hein, bon. Et puis, on va chercher d'autres ressources que celles du spectaculaire pour composer ça. Alors, ce qui est embêtant aussi avec l'idée de non-danse, c'est que c'est une négation, non-danse, c'est qu'évidemment, une négation, par réflexe, on va dire, oh ben, ça appelle une Aufhebung, ça appelle un dépassement. Il y a la danse, il y a la non-danse, et puis, synthèse, il doit y avoir un dépassement, quelque chose. Bon, ouais, si j'accepte de donner ce rôle-là à l'expression non-danse, il y a eu la danse, puis la non-danse, puis maintenant on revient à la danse, bon, je retombe dans le schéma d'une histoire-récit qui est exactement celui dans lequel je ne veux pas tomber. Et qui serait contraire à toutes les caractéristiques postmodernes, justement, qui ont pu nourrir ce mouvement. Mais en tout cas, la suspicion a été forte. Et j'avoue que les chorégraphes ont fait exprès d'aller très loin pour alimenter cette suspicion. Je pense à cette pièce de Christian Rizzo, très connue, 100% polyester, où là il n'y avait même plus de corps puisqu'on n'avait qu'une robe pendue à un cintre qui était mue par des ventilateurs posés au sol et on voyait l'ombre se projeter du mouvement de cette robe sur un fond blanc. Bon là, voilà. Donc c'est allé très loin. Mais en même temps, pourquoi ? Parce que il s'agissait pour ces anciens danseurs de dire qu'ils étaient chorégraphes, que chorégraphier, ce n'est pas danser, que chorégraphier, c'est pas seulement tracer des mouvements pour le corps, que c'est aussi mettre en espace, que c'est aussi... voilà, et que la figure du chorégraphe danseur qui émerge à ce moment-là, elle supposait peut-être de minorer la danse comme n'étant qu'un élément parmi d'autres de la chorégraphie. Ce qui permet à la fois de maintenir une spécificité de ce qu'est chorégraphié, tout en destituant la belle danse du rôle central qui pouvait être le sien dans la façon dont on procédait auparavant. Alors, je vois que je suis très bavard et que l'heure tourne. Je vais quand même aborder encore un point caractéristique de toute cette période. C'est j'emprunte cette analyse à Frédéric Pouillot et à son livre majeur qui s'appelle Le désœuvrement chorégraphique. Dans ce qui est caractéristique de cette période aussi, c'est qu'on assiste à une déconstruction du spectaculaire, mais surtout à un changement de régime complet de la diffusion et de la production des œuvres, qui accompagne une critique du champ institutionnel qui est menée par cette génération de chorégraphes. Le 20 août 1998 se constitue un collectif qu'on appelle les signataires du 20 août, dont font partie Alain Buffard, Emmanuel Huyn, Christophe Wavelet, d'autres, etc., qui écrivent à la ministre de la Culture de l'époque, qui est Catherine Trottmann, pour lui dire qu'ils considèrent que la danse est très maltraitée par le budget de la culture, par l'État, par l'aide. C'est-à-dire qu'il y a un système français, très français, on a la chance de l'avoir, mais bon, c'est une spécificité française que l'État accompagne la création publique par la politique des subventions, voilà, ils font part du fait que la danse est maltraitée parce qu'il y a des exigences institutionnelles. On veut qu'un artiste est doit produire une pièce tous les ans.
dans le format 50 minutes, 60 minutes, pas plus, pour pouvoir être diffusé un peu partout, que la pièce doit être à peu près tout terrain, etc., etc. C'est-à-dire que tout cela va à l'encontre, évidemment, de ce qui est au fondement même de cette nouvelle danse, de ces recherches qui sont en train d'être menées. Et on assiste là à une quintuple modification de la façon de procéder. Alors, comme le temps m'est compté, je vais énumérer les choses un peu vite, mais on pourra en discuter ensuite si vous voulez. D'abord, cette période-là, elle correspond à la dissolution des compagnies, la dissolution des compagnies stables, des compagnies salariées, les compagnies avec le chorégraphe et puis ses danseurs voilà, qui sont salariés dans la compagnie et qui jouent les pièces du chorégraphe. Bon, ce modèle-là est en net recul, puisque, je vous dis, ce sont des coalitions provisoires qui prennent le relais et qui sont, elles, provisoires parce qu'elles ne sont justifiées que par le projet artistique. Autrement dit, un chorégraphe a l'idée d'un projet, il recrute sur son projet et ce collectif n'existe que le temps que le projet soit produit, diffusé. Ça ne correspond pas nécessairement à cette dissolution des compagnies, ça ne correspond pas nécessairement à des problèmes financiers éprouvés par les compagnies, même si pour beaucoup d'entre elles c'est ça, mais c'est pas que ça. Par exemple, en 1999, Mathilde Monnier va dissoudre sa compagnie, c'est pas du tout pour des raisons financières, simplement parce qu'elle trouve qu'elle est arrivée à un état de crise, à un état qu'elle ne peut pas continuer à fonctionner en compagnie, que le fonctionnement de la compagnie ne correspond plus au travail qui doit être mené, qui doit être fait. Alors ça a quoi comme conséquence ? Ça a comme conséquence le rejet du CDI. Le rejet du CDI, c'est-à-dire que l'intermittence devient une modalité de production absolument fondamentale et importante. C'est-à-dire que si vous supprimez le régime des intermittents, vous obligez les danseurs et chorégraphes à revenir au modèle de la compagnie, qui est un modèle qui ne leur va plus. Pour des raisons politiques, pour des raisons artistiques, pour des raisons esthétiques, pour des raisons, etc., etc. Autrement dit, vous contraignez la création. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la défense du statut d'intermittent, elle est solidaire de la défense des modes de ce nouveau régime de production des œuvres artistiques. Deuxième point, désormais, les œuvres vont être intégrées à leur contexte économique et social. Auparavant, une œuvre était un peu tout-terrain. Roland Petit écrivait un Don Quichotte dans son coin, avec son ballet, la chorégraphie était faite, et puis après, voilà, ils n'avaient plus qu'à organiser la tournée, puis les théâtres accueillaient la pièce telle qu'elle, sans qu'on n'y bouge rien. Bon, c'était au lieu de s'adapter à la pièce. Bon. Désormais, c'est plus du tout comme ça que les choses se passent. Les critères financiers, les critères de diffusion sont constitutifs de la création elle-même, c'est-à-dire qu'ils deviennent des paramètres, des éléments, au même titre que tous les autres éléments de la création. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qui est d'intégrer l'économie de la production et de la diffusion dans le processus de la création lui-même. Hein. Bon. Et donc, par exemple, effectivement, une même pièce, selon l'endroit où elle se joue, elle ne prendra pas du tout la même configuration. Il n'y aura pas forcément les mêmes interprètes, ça va pas durer forcément, ce ne sera pas forcément la même durée, etc. Il y a une adaptation au contexte à chaque fois. Troisième point, les modalités d'écriture changent. Bon, je vais vite, vous avez compris, on n'est plus sur des modalités d'écriture avec le tracé gestuel déterminé, fixé selon des systèmes de notation qui étaient en vigueur auparavant. Hein. D'autant plus qu'il y a une grande place qui est faite à l'improvisation, qui est intégrée dans le fait même de jouer la pièce. À chaque fois qu'on joue la pièce, les danseurs, il y a une part d'improvisation qui est possible, qui est intégrée, et qui fait que chaque exécution est une recréation partielle de la pièce. Quatrième point, si je suis toujours l'analyse de Frédéric Pouyaud, c'est la perte d'évidence du médium danse.
puisque les acquis de la danse postmoderne américaine font que, justement, la danse, elle n'est pas forcément l'élément, n'est pas l'élément évident du spectacle de danse. Elle n'est pas nécessairement l'élément primordial du spectacle de danse. On pourrait citer, par exemple, à cette époque-là, le solo d'Emmanuelle Huynh qui s'appelle Mua, hein, où elle danse dans le noir. Elle est quasiment fantomatique, on la voit à peine. Hein, voilà, quoi, il n'est plus question de... c'est vraiment quelque chose qui joue sur apparition, disparition, présence, la qualité de présence, à peine présente, mais on n'est plus du tout dans quelque chose qui joue sur la figure glorieuse projetée à la tête du public avec ses 3 pirouettes, etc., etc. Enfin, dernier point, c'est que les spectacles de cette période incluent tous une réflexivité critique sur le médium spectacle. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tous bien conscients que le spectacle, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose de transparent. Hein. Quand on se donne en spectacle, il n'y a rien d'évident et il faut réfléchir sur le fait de savoir ce que c'est que de se donner en spectacle, d'être sur scène. Et de ce point de vue, le spectacle finit par se prendre lui-même comme propre objet. Hein. Bon. Quand Jérôme Bel crée le dernier spectacle, sa pièce qui s'appelle Le Dernier Spectacle, hein, bon, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on a toute une série de personnages qui arrivent et qui à chaque fois commencent par dire « I am », et puis « I am Jérôme Bel ». Et hop, je fais quelque chose qui fait penser à Jérôme Bel. « I am André Agassi ». Hein, et puis je fais quelque chose qui renvoie à Agassi. Et le fait de dire je suis, c'est une façon de dire aussi je ne suis pas, quoi. Bon, et donc de dénoncer. Bon. Donc voilà, ça travaille beaucoup là-dessus. Bon, voilà où nous en sommes vers ces années 2002, 2003, 2004. Alors 2004, c'est l'année de la création du Centre national de la danse à Pantin. Donc là, les choses vont commencer à se structurer un peu différemment. Je voulais aussi signaler que en 1995, il y a ce lieu magique à Paris qui s'appelle la Ménagerie de Verre, que Marie-Thérèse Allier avait fondé déjà depuis plusieurs années, mais qui a été le lieu où tous les chorégraphes dont j'ai parlé aujourd'hui sont passés et ont pu commencer à montrer leur travail. Et à partir de 1995, elle a créé le festival qui s'appelait Les Inaccoutumés, hein, qui avait lieu 2 fois par an, où on montrait des travaux en cours, des étapes de travail, où il était possible, et donc voilà, c'était leur fenêtre de visibilité. Hein. Et puis, bon, voilà, après, là... en même temps, cette génération-là commence à être connue, à être diffusée, à être présente un peu dans les programmations. Elle monte en puissance. Et évidemment, le temps de la déconstruction du spectaculaire va peut-être devoir laisser place à autre chose. Et ça, c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Je vous remercie.